Alors, je vais vous présenter Marc Guillot, pardon. Je vais vous présenter le framework qu'on a utilisé dans le cadre d'une migration CMS e-commerce. Alors, Bob Framework, c'est un framework qui permet de modéliser les bins et modéliser le modèle des bins. Donc, c'est un framework type métamodèle. Alors, la société Zios, depuis 15 ans, fait de la délégation digitale. C'est-à-dire qu'elle va gérer pour des marques leur site d'e-commerce et aussi les activités comme la logistique, le SAV, les newsletters, enfin tout ce qui se rapporte au trafic. Et en 2019, on était sur un Magento, donc notre CMS e-commerce 1.9, qui avait dépassé sa fin de vie depuis un petit moment. Et notre prestataire de paiement nous imposait de migrer, nous donner, je crois, un an, quelque chose comme ça, pour migrer une quinzaine de sites. Donc c'était un petit peu chaud. Et on a fait le choix, enfin, Cécile a fait le choix de basculer sur un système pure cloud qui s'appelle Shopify. Euh, voilà. Et du coup, hop, pardon. Le système e-commerce Magento, donc ça c'est son architecture standard. On a du coup le corps Magento et on développe autour de ça des services, donc des interfaces avec nos marques pour importer les produits, apporter les inventaires, descendre les commandes et avec aussi la logistique pour les commandes. Et on développe aussi des applications comme par exemple des regroupements de produits, les opérations commerciales, des applications pour trier les images, etc. Euh, et du coup, ces applications, on a dû les migrer sur Shopify en essayant de rester complètement ISO. Alors d'un point de vue d'un développeur PHP, c'est un vrai changement de paradigme puisque on passe du PHP pour faire de l'HTML à du liquide, qui est un format type moustache, donc un templating, et d'un accès à une base de données standard à un monde de pure API. En plus, en 2019, Shopify n'a pas enfin, moins riche qu'aujourd'hui, même si c'est que de l'API. Entre autres, on n'a aucune facilité pour récupérer les clés métiers qui sont dans les ERP de nos clients. On n'a que des clés techniques. Donc, on a une jointure qui est compliquée à faire. Au niveau perf aussi, c'est un peu moyen. Par contre, il y a un truc qui est génial, c'est qu'ils ont des webhooks. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement dans leur système, on est notifié. Et avec ça, on peut éventuellement faire des traitements, ouais. Alors on a essayé de faire une première architecture, pardon, en utilisant un Magento 2.2. Donc on s'est dit, on a le même code, enfin du code qui sait importer des produits, qui sait exporter des commandes, etc. Donc on va mettre ça sur un Magento 2.2 et on va synchroniser ce Magento 2.2 avec Shopify. Malheureusement, les instabilités de Magento et de son écosystème a rendu les choses difficiles. Et du coup, on a changé de fusil d'épaule. On est passé sur une approche en Java. Alors ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas ce qu'on avait au début, mais l'idée est là. Shopify nous émet via les webhooks l'état des produits, des clients, enfin ou de l'inventaire, enfin des différentes typologies de produits. On récupère ça dans un cache, on calcule un diff. Ce diff-là, on le donne aux applications qui ont écouté les changements auxquels elles voulaient souscrire. Pardon. Une application du coup est notifiée d'un changement sur un certain champ, fait son traitement, va chercher les données dans le cache, ça nous économise des appels API, et fait les écritures dans Shopify. Et de la même manière, la partie batch, quand on reçoit des gros fichiers d'inventaire ou de chargement de produits, on peut être efficace en récupérant les données dans le cache, faire les diffs et remonter ça vers Shopify. Alors la question qu'on va regarder là maintenant, c'est ce diff. Comment on peut le faire? Alors, ce qu'on reçoit de Shopify, avant de rentrer dans le diff, ce qu'on reçoit de Shopify, c'est un objet de ce type-là. Là, c'est un produit, donc on a le produit, on a les variants, on a des images, et donc on voit qu'on a dans cet objet principal des sous-objets. Et donc du coup, ce qu'on va devoir faire pour faire un diff, c'est récupérer du cache ce gros objet, récupérer toutes les sous-parties, tous les sous-objets, comparer les sous-objets un à un, et ensuite comparer les champs un à un pour voir s'il y a une différence et produire un delta qu'on va émettre. Alors, comment on pourrait faire ça? On pourrait faire ça en écrivant des bins.
et en écrivant le code de diff, ça va être long, risqué, laborieux, surtout vu le nombre de champs qu'on retrouve sur les objets Shopify. On pourrait faire l'introspection, ça se fait, c'est un peu chaud, mais ça pourrait se faire. On pourrait aussi directement manipuler les dizaines d'objets qu'on serialise, qu'on reçoit. Bon, pas vraiment fait pour. Et du coup, on a décidé d'utiliser un modèle simple entre guillemets et léger qui modélise la data. Donc c'est Globs et ça c'est le Generic Lightweight Object. C'est ce que ça veut être. Alors je vais vous présenter maintenant le code rapidement de ce diff. Donc pour faire ce diff, on on est bon là? Ouais. Pour faire ce diff, là le process que je vous montre, c'est un process qui va juste écouter une route, avoir en entrée, on aura ce JSON, ce body, et renvoyer des deltas. Alors, on a notre modélisation d'un produit. Donc là, c'est une modélisation simple. Il a un ID de type long, c'est la clé. Il a un titre et une description qui sont de type string, et il a un tableau de sous-objets, donc un globe array, un tableau de sous-objets. Je me suis regardez. On va revenir après là-dessus. Avant, je vous introduis un tout petit peu Globe Framework. Globe Framework donc est composé en deux parties. Une partie qui va modéliser le modèle, le modèle de la donnée. Donc c'est le Globe Type. Le Globe Type, c'est un peu l'équivalent en base de données du schéma. Vous avez le nom de Globe Type, le schéma, la table a un nom, le Globe Type a son nom et a une liste de fils. Et ces fils, ils peuvent être de différents types, entiers, doubles, globes, etc. Donc sous-objets. Et on peut faire porter des annotations sur ces fields ou sur ces globe types. Et ensuite, on a la modélisation de la data en elle-même. La modélisation de la data en elle-même, on a le globe avec un get qui prend un string field et qui retourne une string, par exemple, et donc un double, un globe, etc., un globe field, pardon. Et on a les mutable globes sur lesquels on peut faire des sets string field, on passe la chaîne des caractères, enfin la string, et puis des facilités genre comme les clés et les functional keys. Du coup, c'est là où on va sur le code. Donc du coup, excusez-moi, on est sur le code. On a notre modélisation, notre produit qui est décrit ici. Donc avec sa clé, son titre, sa description et le variant. Donc le variant, c'est un tableau de sous-objets, donc qui est ici. Il a un ID, une position de type integer, un SKU, un prix. Alors on voit qu'on a plusieurs façons d'initialiser ces champs-là, soit de manière statique en écrivant le code ou en laissant l'IA à l'écrire, soit par introspection. L'introspection va se charger de remplir ces champs-là. Et ensuite, on va aller voir notre code de notre route. Donc sur notre route, on a une route de type apply. On dit qu'on va recevoir comme body un produit et qu'on attend en paramètre juste l'ID pour ça. Si on a un delete, il faut savoir quel objet on veut deleter. Et la première chose qu'on va vouloir faire, c'est extraire du coup les sous-objets. Donc pour extraire les sous-objets, on a l'objet qu'on est en train de scanner. Cet objet-là, en fait, on va en créer une nouvelle instance vide qu'on va conserver. Et ensuite, on va parcourir tous les champs de cet objet-là. Donc on a un switch pattern là. Si on a un globe field, on rappelle juste récursivement extract part en donnant le globe qu'on aura récupéré ici. Si c'est un tableau, on le parcourt simplement. Et sinon, on set sur l'instance. Là, la valeur, on s'en fiche. Donc, on a un set value qui renvoie à un object. Et du coup, on va propager les valeurs de la data qu'on a reçue vers la nouvelle instance. Ensuite, on a une interface donc data change set que j'ai fait pour modéliser ce delta. Et ensuite, le code relativement simple, on récupère dans le cache pour cet ID-là le produit, par exemple, ou autre chose. S'il n'y a pas d'objet, on parcourt les datas et puis on les ajoute dans le change set. Bon, ensuite, vous imaginez le genre de code qu'on a. Et entre autres, si on a les deux objets de part et d'autre, on parcourt les champs, on parcourt les fils et on regarde si les valeurs sont égales. Si elles sont égales ou différentes plutôt, on les enregistre. Et quand on les enregistre, on les passe à notre change set.
Euh, Là, bon, c'est un autre cas où il faut créer la data et on renvoie euh, notre champ set, notre globe qui va modéliser le champ set. Alors, si on regarde un tout petit peu le code qui est là-dedans, notre champ set, mais c'est un globe type, il est décrit comme ça, et on met les changements, donc tous les changements sont enregistrés dans cet objet change, qui est un tableau d'union sur des types, soit sur des créations, soit sur des updates, soit sur des deletes. Alors le code se termine en ayant juste, on va enregistrer l'Open API. En fait, comme on a décrit par des globe types la route, ben, on peut générer l'Open API gratuitement et puis on écoute. Alors on va lancer ça et aller dans. Ah, c'était immédiat il y a 2 secondes. Il y a 2 secondes. 2 secondes. C'est pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, là, je vais vous demander de me prendre sur parole. Si quelqu'un a une idée. Il se passe des choses là. Euh, c'est la première fois que ça m'arrive. Attends, je suis dessus, hein. Alors, bah, dans Postman, on aurait cette route-là euh, qui, euh, quelqu'un a une idée. C'est vrai. Bon, voilà ce qui s'est passé. Donc on fait notre appel API. Notre appel API nous retourne on voit bien le changement. C'est la première fois, donc on a une création de produit, une création de variant, voilà. Et je n'ai pas assez d'espace. Il va pas- Oui, toujours. Bon, si je mets un very différente, hop, j'obtiens juste, voilà, il me dit que la description a changé et on a les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs. Bon, désolé, c'était pas terrible. Et si on refait send, on a rien. Du coup, euh, alors voilà. Donc la question que vous pouvez poser, c'est est-ce que ça sert, malgré la présentation. Alors ça sert dans les télécoms en 2001. Il y a eu la première version de ce métamodèle chez Nortel Network, dans les équipes de Régis Medina, que certains connaissent. Ensuite, avec Régis, on a réécrit une deuxième version pour une société qui s'appelle Bissam chez Facset et pour faire de l'asset management. Et la V3 qu'on a écrit en open source pour un logiciel qu'on a fait qui s'appelle BudgetView et ça sert chez Murex comme c'est le cœur de l'agrégateur de risque, donc de mesure de risque sur la VAR. Donc on agrège plusieurs dizaines de centaines de gigas et ça sert donc du coup chez Zios, donc pour s'interfacer avec Shopify et ça fait aussi serveur de prix, donc en temps réel on calcule des prix ou des paniers parce qu'on override complètement ce que fait Shopify. En termes de perf, voilà, ça c'est bon, il manque à gauche. Donc il y a un Apache Bunch qui a été lancé sur cette route-là. Ça c'est un bout de code qui va taper en base, récupérer les professeurs et retourner la liste. Et on voit la différence de stack entre Spring et Globs. Spring avec l'introspection, du coup, vous créez une stack qui est énorme. Là, on n'a pas d'introspection puisqu'on a le métamodèle. Donc on a une stack qui est beaucoup plus courte. Et vous voyez l'impact en termes de perf. On est en plus de 20% plus rapide, le démarrage est plus rapide et la consommation CPU est aussi beaucoup plus efficace.
Euh, je vous remercie. Excusez-moi. Y a-t-il des questions? Ouais. Y a-t-il des questions? Alors, je t'ai débuté. Oui, on l'a. La question c'est est-ce que Globs est un framework parce que tu l'as comparé à Spring? Alors, si tu fais c'est plus une lib. Enfin, la partie Glob modèle, c'est vraiment une lib. Parce que, ben, quand c'est Glob, c'est baraté, t'es rien. Par contre, après, ben, forcément, la partie HTTP, là, enfin, voilà, t'es rappelé, Next, tu reçois du Glob. D'autres questions? Ouais. Une question par rapport à l'introspection, c'est compliqué. En fait, la prospection, pardon. Ma question par rapport à ça, c'était, un, est-ce que vous aviez essayé cette voie, et deux, est-ce que vous aviez benchmarké, ouais, par rapport à faire un modèle à côté. Oui, non. Alors, c'est une question sur l'introspection, puisque tu as dit que c'était compliqué. Est-ce que ça a été benchmarké? Est-ce que vous avez fait un métamodèle dessus? Ah oui, ouais. En fait, le framework, ouais, le framework est, du coup, est vieux. Enfin, tu vois, il a 20 ans. Et à cette époque-là, dans les télécoms, on recevait des modèles de données qui étaient décrits, soit en ASN1, soit, enfin, ou GDMO, soit en XML, enfin, voilà. Et du coup, c'était assez naturel de formaliser ça dans un modèle. En fait, sinon, il fallait faire de la génération de code. Et du coup, ça, c'était l'alternative. Et en fait, on n'était pas fan de génération de code par, voilà, chacun des religions, hein. On n'était pas fan et du coup, on se disait, bah, c'est cette étape qu'on peut enlever. Est-ce qu'on peut l'enlever? Et en utilisant un métamodèle, en utilisant ça, ça nous a permis de l'enlever. Après aussi, on voit, enfin, c'est un impact en termes de perf. C'est un impact aussi, par exemple à Hibernate. Attends. En fait, il faut supporter tous les types de modèles que la JVM te donne. Alors que là, on a un modèle qui t'impose un set de possibles qui est limité. Du coup, tu peux avoir un visiteur. Ton visiteur, il va te visiter exactement ça et pas autre chose. Il y avait une autre question dans le fond, oui? Essentiellement, c'est bon. Alors, est-ce que ça existe dans d'autres langages? Alors, j'étais du coup CTO quand j'étais avec mes collègues là chez Zios. Du coup, j'ai pu faire développer une version alors en JavaScript. C'est un peu bizarre parce que JavaScript a naturellement cette facilité d'introspection. Enfin, il y a cet aspect mou parce qu'en fait dans Glob on a un aspect mou. On a à la fois le typage et la partie molle. Euh, et j'ai essayé aussi, enfin, à Murex, on a commencé à faire un travail en C++, mais ça n'a pas abouti. Il y a une ligne qui s'appelle Java, je sais pas, et qui fait des titres. Ça va être le repousser. Ça, on parle de Javerse, est-ce que tu connais? Non, je ne connais pas Javerse. Là, en montrant le diff, c'est un exemple d'usage en fait. L'élément important, c'est le fait d'avoir un métamodèle qui permet de faire voilà. Parce que du coup, il y a des librairies que j'ai pas montrées, mais il y a des librairies pour faire bah, du coup l'XML, du SOAP, de la mise en base de données. La mise en base de données, en fait, tes fils plutôt que d'écrire soit sous forme de chaîne de caractères ta requête SQL, mais tu vas pouvoir nommer les champs en fait. Tu vas dire je fais une contrainte supérieure entre tel field et tel field. Et en fait, tu apportes un typage pour le coup qui est intéressant. Dernière question. Vas-y. Oui, c'est bon. La question, c'est si vous avez regardé JCR comme une alternative, en fait, parce que ça aussi, c'est un métamodèle, c'est Java Content Repository, je pense. Et on peut faire des... Ouais, voilà. Ok. Tu as le droit aussi à ton carton. C'est gentil. Merci.